Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, Fernand? Fernand qui était dans le sud de la France pour les Energy Music Awards, puisque oui, monsieur se lance dans la musique. Et c'est ça, c'est ça. Et comme ça, tu auras la pluie tous les jours. Je vais bien, Guillaume, et toi, tu vas bien? Mais ça va tranquille, franchement. Enfin, non, faut quand même parler de cette expérience-là, parce que d'un point de vue, je pense que la majorité des gens nous suivent pour le côté sportif, mais d'un point de vue, on va dire business et puis le MMA qui progresse, c'est quand même quelque chose de se dire que vous étiez avec Cyril au Energy Music Awards qui sont, mine de rien, pour la musique, un grand moment dans l'année. Absolument. C'est la plus belle audience que la musique fait sur TF1, sur la télévision même, je crois, hein, je pense. Je ne sais pas, j'ai pas tous les chiffres. Mais c'était une belle expérience. C'était la première fois que j'y allais. C'est la première fois que je foulais le tapis rouge de Cannes, et c'est bien. C'est marrant. Et puis Euh, là, t'étais au euh, max, hein. Parce que bon, Ballon d'Or, tu t'es dit, il faut laisser la lumière à Cyril, tranquillement. Là, t'as fait bon. On va montrer quand même qui est le patron. Non, ouais, je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. C'est bon, j'ai laissé la place une fois et tout. Je vais pas, non, je vais me mettre bien. Et non, c'était, faut profiter. Quand on y va, on profite aussi pour joindre l'utile à l'agréable. C'est de jouer le rôle d'ambassadeur aussi du MMA, quelque part, que Cyril aille vendre l'image du MMA, et, discuter avec ces personnes-là qui sont Et, et des quand personnes importantes de la musique. Et donc, du coup, ça permet de créer des synergies, comment, des crossovers entre la musique et puis le monde du sport de combat. Et moi, c'était vraiment une belle expérience. Et quand tu vois justement les personnalités, est-ce que globalement les gens sont connaisseurs ou les gens connaissent Cyril aujourd'hui? Il y a pas de doute. Il y a pas de doute. Là, on vient de faire une signature. Ça, c'est autre chose qui n'était pas sur les MMA Awards, mais il y a quelques jours, on a fait la signature de Cyril avec la marque Yamaha. Le Yamaha, c'est fou parce qu'il est allé sur une course automobile. Et donc, à la course automobile, il y a plein de stars, des personnalités qui sont très connues du monde de la moto, de la voiture, de la course automobile. Et c'était super marrant de voir qu'il y avait essentiellement des photos faites autour de Cyril et tout. Et c'était très, enfin, ça nous a facilité la signature d'un contrat avec Yamaha qui était un peu latent depuis quelques mois, voire quelques années. Et du coup, ça a tout déclenché parce que les boss qui sont de la maison mère du siège à Londres et tout, non, en Hollande étaient là et ont vu l'enthousiasme qu'il y a autour des Cyril. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment que le MMA se démocratise et qu'il y a toutes les couches qui commencent à voir ça dans nos choses. Et c'est ce qu'on a remarqué aussi au Energy World. On a vraiment eu quasiment tout le monde qui était de la musique, qui était des connaisseurs. Enfin, il y avait des personnes hein, dans le public, quand on est arrivé devant l'hôtel ou devant l'hôtel où on était logé le Marriott, euh, il y avait des personnes qui sont des serial fans de tout le monde qui arrivent pour collectionner des photos, qui ne savent pas et qui disaient, c'était marrant, qui faisaient la photo, ensuite ils disaient, et c'est qui lui? Et voilà. Donc il y a des personnes qui ne savaient pas qui était Cyril dans le public, mais quasi la totalité des musiciens à l'intérieur le connaissent ou sont en contact déjà avec lui Hmm. et échangent déjà avec lui. Donc c'était super intéressant, c'était bien. Eh bien, revenons maintenant, parenthèse close, parenthèse people close, revenons au sportif Fernand, avec un sujet là qui est en train un petit peu de susciter pas mal de critiques, même outre-Atlantique, c'est le cutting et les combattants qui font le yo-yo. Il y a même Joe Rogan qui a dit que pour Alex Pereira, c'était un moyen légal pour lui de tricher parce qu'Alex Pereira, certes, est au poids, est à 84 kilos quand il y a la pesée officielle de l'UFC. Dans la cage, il pèse 15 kilos de plus. Et là, aujourd'hui, il s'est pesé, là, il y a quelques jours, il était à 103 kilos. Il y a Paddy Pimblett qui a fait une vidéo où il dit comment perdre 20 kilos. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense qu'il y a un mélange de tout. Dans le cas de Paddy Pimblett, c'est de la communication. Je suis complètement d'accord avec son coach Paul Rimmer.
qui dit, les gens pensent que Paddy est gros et qu'il est fatigué, mais en réalité, Paddy n'est pas si gros que ça. En gros, il a un pourcentage de poids à perdre comme la majorité des fighters. Et je suis complètement d'accord avec lui. Paddy a une tête de hamster et il est assez joufflu quand il n'est pas affûté. Mais c'est son physique qui donne l'impression qu'il est plus gros que les autres. En réalité, les fighters tournent autour de 15% de poids à perdre, hein, et voire certains qui approchent les 20% comme Paris. Euh, c'est certes risqué, mais c'est pas quelque chose de. J'ai l'impression que les gens abusent sur la considération qu'ils donnent à la prise de poids de Paddy Pimblett. Il en joue, lui, pour ses réseaux sociaux. Son compte YouTube a explosé depuis qu'il a sorti des vidéos annonçant comment il perd le poids, comment il perd 20 kilos. Il n'y a rien de magique. Enfin, il y a quelque chose qui est certes anormal pour le commun des mortels, mais pour les combattants, c'est quelque chose qui se fait très naturellement et qui se fait souvent. Euh, Déjà, il ne perd pas 20 kilos. Il perd certainement autour de 12 kilos. Et ensuite, il cut probablement 8 litres d'eau aux alentours de ça. En tout cas, il y a quasiment la moitié qui est la flotte perdue et il y a une moitié qui est en régime alimentaire, en ce on va appeler régime hypocalorique. Je diminue les calories. Il y a trois étapes dans le phénomène de perte de poids, c'est qu'on commence d'abord avec une constance. On s'entraîne tous les jours, on n'a pas de combat et on est sur ce qu'on appelle un régime isocalorique. C'est de l'équilibre. Je donne au corps ce dont il a besoin pour s'équilibrer. Il y a pas de problème, tout le monde sait le faire. Même des fois, on fait plutôt hypercalorique des fois. On donne un peu plus que le corps en a besoin. Ensuite, il arrive à un moment donné où on annonce le combat. On commence à perdre le poids. On considère qu'on a un certain pourcentage. Je recommande fortement aux personnes de rester autour de 10 à 12%. C'est le protocole qu'on pratique, nous, au MMA Factory, de poids à perdre. Ça permet d'arriver serein et ça permet de ne pas prendre des risques sur la santé pour le futur. Donc, ensuite, on arrive, je vous ai parlé de isocalorique, on a un équilibre tous les jours, on s'entraîne et on récupère. Ensuite, on est sur hypocalorique où on diminue les calories afin de créer ce qu'on appelle le déséquilibre de la balance énergétique, donc le déficit alimentaire, ce qu'on donne un peu moins à l'organisme que ce qu'on dépense, de façon à ce que l'organisme aille puiser dans les réserves et donc on perd du poids. Ensuite, on va arriver à un moment donné où on rentre dans la phase de la dernière semaine où on va faire de l'hyperhydratation et ensuite on va arriver à la déshydratation complète et ensuite on va faire de la récupération derrière. Voilà grosso modo les 5 étapes qu'on a sur la perte de poids. Maintenant, le physique, le morphotype de Paddy, il est quelqu'un d'endomorphe, alors que dans le cas on parlait de qui Alex de Pereira. Alex Pereira, il est plutôt ectomorphe, c'est-à-dire que plutôt longiligne avec une pas une grande facilité à prendre le poids. Et comme il est longiligne, avec une forme de tête ovale et tout, ça donne l'impression qu'il ne prend pas beaucoup de la masse alors qu'il prend un peu comme Nassoudine prendrait du poids, mais ça ne se verrait pas beaucoup. D'un autre côté, on n'a pas dit qu'il n'est pas aussi grand que Alex Pereira, qui lui a plutôt cette tête ronde en forme de comme le sont les endomorphes, avec une facilité à plutôt amasser le poids. Il est un peu joufflu et ça donne l'impression il est dans une prise de poids irraisonnée, alors qu'en réalité, dans le monde du combat, c'est quelque chose qu'on vit quasiment, on va dire 70% des personnes qui font la compétition de haut niveau sont dans ce cadre-là autour d'une perte de poids qui va chercher très haut. C'était le cas de Nassoudine qui combattait à 77 kilos et on a choisi de monter à 84 kilos pour pouvoir réduire ce pourcentage de poids à perdre. Pour moi, c'est un phénomène dans le cadre de Pablo qui est quelqu'un qui a du goût à manger, quelqu'un qui est plutôt, je considère pas dit comme comment on appelle ça en français, je sais pas comment dire, rude boy. Rude boy. Enfin, il est pas très Pas très discipliné. stylé.
ou non? Non, comment dire, il n'est pas très soigné. Il n'est pas. Voilà quoi. On a des documentaires où on l'enregistre, où on le filme, il est en train de s'entraîner, il passe son temps à rôter, à péter en direct devant des caméras. Enfin, il n'est pas. C'est pas le gentleman, c'est pas le. Enfin, c'est Distingué, pas. bien élevé. Voilà. Merci. Merci. C'est très bon en vocabulaire. Il n'est pas distingué. Il n'est pas. C'est pas le mec que tu vas amener pour Tu vas pas t'accompagner, l'amener faire au ta Energy demande en Music mariage. Awards, voilà. Voilà, il n'est pas, il n'est pas, il se moque un peu de tout ça. Et donc, il joue dessus pour faire le mec grassouillet qui va prendre la pizza tout de suite après le truc. Bah, tout le monde le fait, on mange la pizza, mais on se débrouille quand même pour l'éloigner de ce qu'il y a comme phase de récupération. Je vous ai parlé de toutes les phases de cutting. Quand on arrive sur la phase de récupération, on va plutôt essayer d'avoir ce qu'on appelle les, le sucre rapide, donc le glycogène qui est en réserve dans le muscle, c'est ce qu'on appelle le glucose musculaire, ou bien le glycogène qui est en réserve dans le foie, qu'on appelle le glycogène hépatique. On va aller chercher plutôt ce qui est sucre rapide, ou ça c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, on parle de index glycémique élevé. On va aller chercher des sucres qui sont en forme de liquide de façon à ce qu'on puisse remplacer et restituer ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu sur le corps? De manière principale, ce qu'on perd, ce sont l'eau, le sucre et le sel. Donc, c'est ça qui va être la priorité, pas une pizza tout de suite. Même pas des aliments qui vous paraissent être des aliments healthy. Par exemple, les brocolis, si vous avez terminé la perte de poids et que vous prenez les brocolis, bon, c'est du vert, vous vous dites que vous êtes dans du vert et que vous ne prenez pas quelque chose de mauvais, mais le brocoli a des fibres. Le brocoli va ralentir les transits. On a besoin là, dans les quelques heures qui vont suivre, pour restituer tout ce qu'on a perdu. Parce qu'il faut il faut qu'on explique les bases et les fondamentaux en fait de la perte de poids. Comment on arrive à faire ça? Comment on réussit à l'espace de quelques temps, de 2 semaines, à dire qu'on a perdu 20 kilos? Ces principes-là, c'est ça qui va permettre de comprendre que c'est la course à la montre. À partir du moment où on est descendu de la balance, il y a une course à la montre qui se met en route. En gros, on annonce à Paddy qu'il a un combat. Lui, il combat à 70 kilos. Mais au moment où on lui annonce le combat, il a 92 kilos. Donc, euh, la personne pas intelligente va faire ce qu'on appelle tout de suite faire un régime très restrictif. Il va couper le sucre, il va couper les féculents, il va tout couper, histoire de ne plus manger grand-chose. Sauf que ce type de régime-là est un régime qui va apporter de la frustration, qui va apporter des carences, les carences qui vont apporter d'autres pathologies, ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Il y a plein de choses qui vont se mettre en route si on le fait dans la boulimie et puis ce qu'on appelle l'anorexie mentale. Tout ça va se mettre en route rapidement si on a ce type de truc où on dit je coupe le sucre rapidement. C'est très tôt. Le corps, il fait quoi? Il a besoin de cette molécule. Quand on fait un effort, quand je mets un jab, quand je mets une frappe, quand je mets un takedown, dès que je fais une action intense, tout de suite, la première molécule qui est consommée, tout de suite, c'est une molécule de glycogène, c'est du sucre. Si je ne l'ai pas, si je n'ai pas un minimum de sucre que j'ai stocké quelque part, bah, je vais être affaibli. Du coup, je suis à peine en début de camp d'entraînement, mais je suis épuisé. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas faire un effort. Et donc, du coup, je m'expose à des blessures, j'ai des carences et il s'installe ce qu'on appelle le catabolisme, qui est la dégradation du muscle. C'est-à-dire que le muscle devient cannibale et se consomme lui-même parce qu'il a besoin de la matière protéique. Donc, pour ne pas arriver à ça, on va mettre en place, certes, ce qu'on appelle ce qui déclenche très clairement le, 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 le régime hypocalorique, c'est ce déséquilibre qu'on va mettre en place. On va réduire des matières grasses, par exemple. On va réduire des produits qui sont pas forcément utiles, des micronutriments, des éléments qui sont superflus. On va garder ce qui est essentiel. On va garder la protéine, qui est la brique du corps, qui est la matière première, qui est la structure du muscle. On va garder ça et on va pouvoir l'utiliser de manière différente avec d'une partie ce qui est en poudre, donc ce qu'on appelle la protéine à base de lait. Ça peut être tout ce qui est whey ou bien whey isolate qui est filtré où il n'y a pas de la graisse, où on a réduit en tout cas de la graisse.
Ça va être consommé. En plus de ce qu'on aura comme petite portion, c'est ça, petite portion de poisson, d'œufs, de viande, tout ce que vous connaissez comme protéines végétales, animales, ce que vous voulez pour compléter, à des proportions réduites. Ensuite, on va réduire les quantités de sucre, mais sans les couper. On ne va pas couper le sucre, on va pas, ni les sucres lents qui sont euh, euh, comment dire, les féculents, on ne va pas les couper tout de suite, on va les couper le plus tard possible, ni les sucres rapides parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour continuer à faire un effort. Ça va venir avec l'expérience. Et ça, je vous garantis que Paddy Pimblett, il sait le faire. Il donne l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il a un chef qui s'appelle Joel McCarthy. Et ce mec-là, il est très carré sur la diète. Il sait exactement ce qu'il fait. Il lui apporte des bols alimentaires déjà préparés avec tout ce qu'il faut dessus. Paddy donne l'impression qu'il est un fou, qu'il se coinfre, qu'il fait des cuttings de malade et non, c'est très organisé ce qu'il fait. Donc, n'allez pas imiter ce qu'il fait. Ne faites pas des rebonds de fou, histoire de vouloir l'imiter, histoire de faire de buzz et tout. Il est très malin. Et donc, il va s'organiser à réduire ça. Il ne coupe même pas tous les lipides. Il coupe certes, il réduit certes ce qu'on appelle les acides gras saturés et il va garder ce qu'on appelle les acides gras essentiels qui vont lui permettre, les oméga 3 et tout, qui vont lui permettre de rester en forme. Dans les protéines, il y a très peu de vitamines. Il va garder toutes les vitamines essentielles qui vont lui permettre de synthétiser, d'absorber plus rapidement le sucre, comme les B1 et les B6. Il va garder les B9, les B14 qui vont lui permettre de synthétiser la protéine. Il va garder tous ces petits éléments-là pour pouvoir continuer à, certes, prendre peu de quantité de matière, mais garder de l'énergie pour aller et l'amener jusqu'à la semaine du cutting. Quand on arrive à la semaine du cutting, on démarre l'hyperhydratation. Ça veut dire qu'il va tromper son corps. En gros, le corps est régulé par des éléments qui lui permettent de dire si je bois trop d'eau, je dois évacuer cette eau. Il faut que j'évacue. Et donc, il va mettre une hyperhydratation. Il va boire 8 litres d'eau par jour. Et donc, il va stocker tellement d'eau. Enfin, l'eau ne se stocke pas, ça s'évacue par la transpiration, les urines, la respiration et tout ce qu'on veut. Et donc, il va évacuer cette eau progressivement. Sauf que la veille de l'apaiser, il va couper l'eau. D'autres personnes coupent l'eau 2 jours avant, 3 jours avant. D'autres personnes courent avec des calories. Pimblett ne le fait pas. Il est très malin. Il sait ce qu'il fait. Il est dans la méthodologie. Il va couper son eau à la toute dernière minute parce qu'il est question de tromper le corps humain, de sortir l'eau du corps humain, de le remettre dans le corps humain sans que le corps humain se soit rendu compte de l'ANA. Et donc, ça se passe sur les dernières minutes. Il va pousser le corps à évacuer beaucoup d'eau. Et puis, à la dernière minute, il va stopper de boire l'eau, mais le corps, il a du retard à comprendre. Le corps n'est pas au courant. Le corps ne sait pas si tu es en train d'arrêter de boire l'eau ou pas. Lui, il continue à évacuer comme tu l'as habitué depuis quelques jours. Sauf qu'il évacue très rapidement, plus que tu lui mets de l'eau. Et donc, le lendemain, quand tu arrives, tu as séché en eau. Tu as perdu en eau. En plus, le jour du combat, il va renforcer cette hyper déshydratation avec des phénomènes de chaleur, comme le sauna. Le sauna, à la base, est un outil de récupération. Mais les combattants l'utilisent comme une méthode d'accélération de la déshydratation. Donc, à la base, le sauna est fait pour apporter de la diminution du stress dû par la production de ce qu'on appelle la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. En même temps, l'une des qualités plus importantes du sauna, c'est l'élasticité de la peau. On sait que le sport de combat comme la boxe, le MMA, il y a beaucoup de coupures et ces coupures-là sont dues souvent au fait que la peau soit sèche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on proscrit complètement du diurétique. On va revenir dessus plus tard si tu vas en parler. Mais en gros, les diurétiques sont une molécule en fait qui va vider l'eau du corps et va aller attaquer la molécule d'eau. Donc, pourquoi je vous parle de ça et que je vous dis que la diurétique, c'est un produit dangereux, c'est que le corps, le MMA étant un sport où il y a des percussions sur le visage, avoir une peau hydratée permet de réduire les risques de coupure sur le visage. Et donc, avoir une peau sèche va casser la peau et va accélérer les blessures sur le visage. C'est important donc
d'utiliser des fois le sauna parce que ça a ces intérêts-là. Mais aujourd'hui, on utilise aussi le sauna pour accélérer la déshydratation. On a un protocole de sauna, il faut bien le respecter. Il y a des personnes qui adorent le sauna et vivent dedans et restent dedans longtemps. Et il y a des combattants qui ne le supportent pas. Nassoudi ne supporte pas le sauna, alors que Damien Lapulus, il vit dans le sauna. Il est même un hyper fréquentant du sauna. Chaque fin d'entraînement, il va au sauna. Faut pas en faire trop. L'idéal, ce serait de faire le sauna 2 fois par semaine sur des durées, sur une séance qui va durer des séquences de 10 minutes entrecoupées avec un moment en immersion en eau froide où on va aller prendre une douche et on revient faire 10 minutes. Mais certains peuvent durer des heures. Moi, je peux pas, je supporte pas le sauna. C'est que je me suis fait chambrer par Habib lors du combat de Francis Ngannou contre Stipe quand Francis était à 122 kilos et qu'il a dû perdre 2 kilos au sauna. Les mecs de l'EKE et ils vont en famille au sauna. Donc, Habib, tout le monde, Mendez et tout était au sauna avec Tissi pour l'aider à perdre du poids. Et moi, j'étais à l'extérieur, j'attendais Francis. Elle me disait, mais toi, t'es pas solidaire, pourquoi tu ne vas pas avec la team? Je supporte pas le sauna. Nassoudine est comme ça, Dagui Imavov aussi, son frère est comme ça. Alors que, pour vous donner un exemple, Taylor n'aime pas le sauna et son frère Damien Lapus aime le sauna. Enfin, supporte le sauna, adore le sauna. Alors, le bon sauna, c'est quoi? C'est une température de 80, entre 80 et 90 degrés, c'est un taux d'humidité entre 15% et 30%, et rester dans les durées de 2 fois par semaine avec 10 minutes entrecoupées d'eau froide. Ce serait l'idéal. Voilà le protocole utilisé et posté par le service médical de l'INSEP. Donc, le sauna arrive, on peut aussi utiliser la méthode, si ça ne marche pas assez, si c'est pas assez pour perdre le poids, on peut utiliser la méthode du bain. L'expérience, l'expertise va pousser la personne à aller chercher la bonne température du bain, pas la température brûlante. Ce n'est pas parce que l'eau est brûlante qu'on va perdre de poids, mais c'est juste cette hausse de température baigner, le corps baigné dans l'eau qui est chaude, qui va accélérer la sudation parce que dans la même eau, on ajoute certains éléments dans l'eau comme le sel de mer, comme de l'alcool, qui vont apporter une vaporisation et qui vont pousser le corps à mieux transpirer. Ensuite, c'est pareil, le protocole, c'est 10 minutes dans le bain. Ensuite, on sort et pendant qu'on le sort, comme le corps a démarré ce qu'on appelle la thermo genèse et qu'il est en train de consommer, il y a de la transpiration qui est mise en route, on va momifier la personne avec des serviettes, avec de la couette ou éventuellement, on va même lui mettre une couverture chauffante de façon à maintenir le processus alors qu'il n'est pas en immersion dans l'eau parce que l'eau apporte un malaise qui donne souvent des vertiges. Donc, on va alterner avec l'eau 10 minutes et puis à l'extérieur sur le lit pendant une trentaine de minutes. Ensuite, on repart à la pesée, on note le poids qu'il a fait, on le remet dans le bain, on le ressort du bain, on le remet dans une espèce de momification et voilà. Ces protocoles-là, il faut absolument prendre le temps du début du protocole, la fin du protocole, chaque étape de changement, il faut noter le temps, il faut noter le poids qui a été marqué, de façon à étudier méthodologiquement l'athlète, de façon à le maîtriser et ça permet d'optimiser les pertes de poids pour la suite de sa carrière. On a commencé avec Nassoudine Imavov, qui avait un vrai problème de perte de poids pendant longtemps. Aujourd'hui, il est complètement autonome. Il maîtrise tout du cutting, du poids, machin. Il est tip top. Il arrive exactement au poids sans aucun effort. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je me méfie de la stratégie de Paddy Moubaye de communiquer sur son poids excessif. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne faut pas confondre le cutting avec la perte du poids. Il ne perd pas 20 kilos, il perd un peu plus de 10 kilos, mais en réalité, il sait ce qu'il fait. Il ne va pas mettre des tenues de sudation 2 semaines avant le début. Il y a des personnes, il y a des personnes qui performent, qui arrivent même à être champion du monde en perdant, en coupant l'eau 4 jours avant, 3 jours avant. Ça arrive. Il y a des aberrations complètes dans le milieu du sport. Mais c'est pas parce que ces mecs-là ont réussi à faire champion du monde qu'ils n'auraient pas été 3 fois champion olympique s'ils avaient suivi les bons protocoles. Donc, ce sont là les limites de ce qu'on appelle la performance valide de la méthode. En tout cas, je pense que celui qui est phénoménal, c'est Alex Pereira. Parce que oui, parce qu'il y a juste il y a la perte de poids, il y a aussi le rebond. Parce qu'une fois que les mecs ont perdu, ils reprennent 15 kilos en 36 heures. Enfin, ce qui est... Oui, et il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve que le fait de reprendre le poids les rend performants. N'oubliez
pas ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire de la performance. Il n'y a rien qui me dit que parce que tu as perdu du poids et que tu es ballonné le lendemain, alors tu es performant. Peut-être que ce ballonnement que tu prends devient quelque chose du poids pas nécessaire que tu vas traîner avec toi et qui va peut-être ralentir ce que tu fais. On sait qu'effectivement, il peut avoir des conséquences à la déshydratation. Ce n'est pas un phénomène naturel. Si vous avez, je crois beaucoup à l'expertise. C'est quoi l'expertise? C'est ces gens-là qui se lèvent tous les jours pour faire du pain. Vous sortez d'une école de boulangerie, vous êtes bon boulanger, vous essayez de faire le pain, on vous a donné les ingrédients et vous vous rendez compte que votre pain est tordu. Il n'est pas droit, il n'est pas parfait parce qu'il y a du temps. Cette personne qui s'est levée tous les jours pour faire du pain voit des erreurs, voit des choses, corrige tous les jours et devient expert. On a au MMA Factory une longue histoire de cutting. On doit être à des centaines et des centaines de cutting vécus. On sait aujourd'hui que cutter et puis faire un rebond qui nous apporte plus de 4 kilos est contre-performant. On ne va pas dessus. Ce n'est plus ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut optimiser. On veut simplement que on coupe l'eau le plus tard possible. Les gens coupent l'eau 24 heures avant. Nous, on coupe l'eau quasiment 12 heures avant. Vraiment à l'approche, très proche. Ensuite, on a des petites méthodes qu'on va mettre en place qui vont nous permettre d'optimiser chaque petit détail, chaque petit, comment dire, euh, optimiser chaque moment. Avant même de descendre de la pesée, si on n'est pas à l'UFC, on a déjà des produits, enfin de l'eau, du sucre, du sel, ce qu'on appelle des vaseurs, des boissons énergétiques, Énergétique? énergétiques, différentes des boissons énergisantes. Des boissons énergisantes, Oui, ce c'est sont Red ces, Bull, des trucs comme ça. voilà, ces Monster, Red Bull et tout ça qui sont des boissons faites à base de caféine, de ginseng, de guarana, de tout ce qui est excitant. Ça n'a rien à voir. Je parle des boissons énergétiques, des boissons qui sont composées d'eau, de sucre et de sel, pour parler simplement. On a ces conseils-là qu'on va préparer de très près et dès que c'est possible, dès que le gars descend de la balance, il commence à s'hydrater avec un protocole très simple qui est de dire, on va boire déjà avant. Ensuite, on va boire, on a bu ce qui était du sucre rapide, on va boire de la protéine rapide, donc c'est de la protéine en poudre. Ensuite, derrière, on va manger des fruits. Ensuite, on va passer sur des sucres lents pour pouvoir garder des pâtes du riz dans le corps. Ensuite, il y a tout un protocole pour avancer. Tous ces petits détails permettent de faire la différence entre le bon cutting et le mauvais cutting. C'est très important d'avoir tous ces petits détails à chaque fois, de se dire que quand je vais, par exemple, à la, à la baignoire et que je vais perdre mon poids ou au sauna, pendant qu'on est au sauna, parce que j'ai l'expérience, je vais prendre un glaçon que je vais mettre dans la bouche de mon athlète parce que je sais qu'en lui mettant la glaçon dans la bouche, je vais sécréter, je vais faire au corps humain sécréter ce qu'on appelle la vasopressine, qui est une hormone qui va déclencher une production une continuation de la transpiration parce qu'il s'est dit, ça y est, il y a l'eau, alors que c'est l'effet de l'eau qui trompe encore le corps et qui va accélérer encore et continuer ce qu'on veut comme déshydratation. Mais voilà, de toutes les façons, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, on n'est qu'expert d'un athlète. Chaque jour de la vie, quand on est diététicien, on devient expert de quelqu'un. On singularise le travail. Et dès qu'on aura un nouvel athlète, on va devenir un novice sur le nouvel athlète et on va redevenir expert de l'athlète après quelques expériences où on le connaît. C'est toujours de l'adaptation, c'est de la personnalisation, c'est de l'individualisation sur chaque individu, sur chaque personne pour pouvoir aller au plus près de la mesure des personnes. Comme je vous disais, des personnes qui vont accepter certains protocoles, d'autres qui ne vont pas l'accepter. En tout cas, je veux juste prévenir les gens de faire très attention à ce qui se fait aujourd'hui. Nous, sur Ares, on a ce protocole-là où on a un diététicien sur place qui va leur donner des conseils. Il est à la disposition de ceux qui sont là sur la FADUI. Ils vont recevoir une dotation avec des éléments qui permettent de reconstituer ce qu'on aura perdu avec des conseils dessus. À l'UFC, ils ont carrément embauché une société qui s'appelle Trifecta qui va fournir des aliments. Dès qu'on arrive, ils vont prendre le poids de tous les athlètes. Le but de cette première pesée, dès l'arrivée, c'est d'avoir
de la data. Ils prennent de la data pour comparer à long terme sur le nombre de personnes qui sont arrivées, quel est le poids ils sont arrivés, quel est le poids où ils se sont pesés et quel est le poids, et croiser si ça a un incident sur la performance sur des décennies. Donc, ils vont prendre cette pesée, ensuite, ils vont monitorer la pesée. La personne de la diète me pose la question à moi, William Gomis, il est à quel point? Concrètement, il fait quoi comme alimentation? Il préfère quoi? En sucre, là, il préfère des pâtes, la patate douce, du riz, et donc tu donnes une préférence. Il préfère du poisson, de la viande, tu donnes une préférence. Il préfère... On a tous les éléments qu'on leur donne à eux, et ensuite ils vont composer une alimentation en fonction de son poids, de son sexe, de sa taille, de tout ce qu'il fait. Et puis ils vont l'adapter progressivement parce qu'ils monitorent le poids continuellement. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'à l'UFC, le nombre d'échecs à la pesée a drastiquement diminué parce qu'il y a un sérieux monitoring de Trifecta qui fait un boulot incroyable à l'UFC. Voilà ce que je peux dire concrètement sur Monsieur Paddy Pimblett et Monsieur Alex Pereira. Mais justement, toi, à MMA Factory, c'est les 4 kilos. Là, quand tu vois ces deux exemples qui sont un petit peu plus importants, est-ce que tu te dis que c'est quelque chose de durable ou pas? Oui, oui, je pense que ça peut durer. Le véritable truc, c'est que plus on va s'éloigner sur un pourcentage de poids à perdre, et plus on va se mettre en danger. La mise, si vous avez déjà eu l'expérience d'être à côté de quelqu'un qui perdait le poids par, euh, par grosse température, comme le sauna à longue durée ou le bain à longue durée, vous allez constater tout de suite qu'à la fin de la pesée, plus tard dans la journée, même en soirée, il a une température anormalement très élevée. Et il a les battements de cœur qui sont montés et qui sont restés très hauts. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. Le corps humain n'est pas fait pour supporter une température aussi haute dans un bain aussi chaud pendant longtemps. Et donc, il y a ce qu'on appelle la thermorégulation. Le corps se bat pour pouvoir ventiler et ramener à la température normale qui est de 37 degrés. Qu'est-ce qui fait le corps? Il va apporter un peu plus de battement. Il va apporter ce qu'on appelle l'amplitude respiratoire. Il va apporter ce qu'on appelle il va élever la fréquence respiratoire. Il va apporter ce qu'on appelle la diastole et la systole. La fréquence, le cœur bat un peu plus vite parce qu'en pompant, il pompe le sang et dans le sang, il y a de l'oxygène. Pourquoi c'est fait? C'est simplement pour accélérer tous les éléments qui vont refroidir le corps. Comment le corps il se refroidit? Il se refroidit par évaporation. Le corps va pousser la transpiration pour que dans la transpiration, il y ait de l'air qui soit rafraîchi, qui soit remplacé en tout cas. Tout ce phénomène-là met le cœur à rude épreuve. Le cœur s'emballe, il bat beaucoup et c'est très effrayant si vous amusez à monitorer le cœur, à suivre les battements de cœur d'un jeune qui est en train de perdre le poids par sauna ou par couverture chaude ou même par bain chaud pendant longtemps et même dans la journée, après qu'il ait déjà fait le poids, vous allez constater qu'il n'est pas en état normal. Le cerveau bug, il y a un gros stress. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un coaching, un accompagnement durant la perte de poids. Il faut s'adresser à des experts. Il faut aller dans des teams où il y a des experts. Parce que le cerveau n'est plus intelligent. Il y a une corrélation directe entre la déshydratation et la contre-performance. Les études sérieuses ont montré que quand on avait soif, on avait déjà perdu 1% de notre poids de corps en eau. Si on a perdu 1% de notre poids de corps en eau, c'est équivalent à 10% de performance cognitive et physique en moins. Concrètement, imaginez ce que ça veut dire. J'ai perdu 2% de mon poids de corps en eau. J'estime que j'ai perdu physiquement mes capacités de quasiment 20% et mes capacités cognitives, les capacités à pouvoir raisonner de 20%. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est pour ça d'ailleurs que vous constatez qu'à la fin des combats, quand les athlètes sont fatigués, qu'ils sont en dette d'oxygène, qu'il y a aussi cette déshydratation, qui sont moins lucides. Donc, il est important de rappeler aux athlètes que, certes, on l'accepte parce que c'est notre métier et que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Joe Rogan puisse parler de tricherie, puisque
Tout le monde est losé à la même enseigne. Si tu penses que les autres trichent en perdant du poids, tu n'as qu'à faire pareil et descendre à la catégorie d'en dessous. La tricherie, elle est bien définie par le dopage. Tu utilises des diurétiques, tu es sous le coup du dopage, tu vas être sanctionné. Ça, c'est autre chose. Par contre, comment dire, le fait juste de faire du cutting, c'est risqué pour soi-même. Parce qu'à long terme, on devient tous les anciens sportifs deviennent un peu comme moi, gras comme des moines. Au bout d'un moment, moi, je combattais à 84 kilos et je vivais tous les jours à 93 kilos, 94 kilos. Donc, tous les 2 mois, j'avais une perte de 10 kilos et je récupérais 10 kilos dans la foulée. On va dire que je perdais, on m'a dit 6 kilos concrètement, et puis en eau, je perdais probablement 4 kilos à l'approche du combat. Enfin, la veille Et t'aurais fait différemment si c'était à refaire ça? Non, Ok. je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'aille dans une catégorie où je peux optimiser les choses. C'est pour ça que je dis, tant qu'on n'a pas cette méthode qui est faite, par exemple, au ONE FC, où on va mettre des catégories intermédiaires pour avoir moins de gap, tant qu'on ne fait pas ces méthodes où il y aura euh, euh, le monitoring de dire on va tester par l'urine pour voir si la personne est trop déshydratée. Et si elle est très déshydratée, on l'élimine de la compétition. On n'aura pas ce problème qui sera réglé. Donc, on part sur la même base. Maintenant, tout ce que je dis, c'est que il faut qu'on sache que la plupart des anciens sportifs se retrouvent quand même avec un trouble de comportement alimentaire parce on a, on a une certaine. Le phénomène de satiété est biaisé à un moment donné. On a des frustrations qu'on a refoulées pendant longtemps. Pendant longtemps, on a rêvé pouvoir se goinfrer à base de fast-food et au moment où on lâche tout et on s'est dit, bon, ça ne me concerne plus, j'ai plus d'objectif. Je n'ai plus d'objectif de faire la compétition, je n'ai plus aucun objectif, je peux m'amuser, je peux me régaler, je peux me mettre bien. Et on se rend compte que le métabolisme a changé et que aujourd'hui, je transpire quasiment tous les jours en faisant la leçon de boxe à mes athlètes. Je fais moi-même personnellement 2 séances de sport moi par semaine, mais ça ne suffit pas parce que mon corps a été habitué à un haut régime et puis ce que je lui fais ne fait rien. Donc, si j'ai pas un objectif précis, je n'ai plus d'objectif de compétition, à part avoir un objectif de rentrer dans un costume pour mon mariage. Euh, je n'ai plus grand chose à aller chercher. Du coup, je vais me retrouver dans cette dépendance où j'aurai un problème qui a été créé par des déformations. Il faut comprendre que pourquoi le corps euh, évacue beaucoup, parce qu'il a une mémoire et qu'il s'adapte à tout ce qu'on lui fait. Tu le prives d'eau pendant longtemps et s'est dit la prochaine fois quand je croise de l'eau, je vais en mettre de côté. Tu le prives d'aliments et il s'est dit, bon, la prochaine fois, je vais. Donc, en évoluant, les athlètes vont de catégorie en catégorie. Ils montent carrément de catégorie parce qu'ils se retrouvent là. Le truc de dire, bon, le corps s'est habitué à 67 kilos. Ensuite, au bout d'un moment, il s'habitue à 84 kilos et je continue à le priver, lui faire perdre de poids. Je regagne du poids derrière, bah, je monte de catégorie finalement et un jour, j'arrive chez les poids lourds. Parce qu'il y a ce phénomène de mémoire physiologique où le corps va te demander un peu plus, il va être prudent. Il va se dire, bon, d'ailleurs, c'est le phénomène de la surcompensation, le principe même de l'entraînement, de entraînement des méformes et puis surcompensation, c'est ça le principe, c'est que le corps, tu lui fais faire 10 pompes. Il est éclaté. Il n'a jamais fait 10 pompes de sa vie, il a très mal. Donc, tu arrêtes, tu ne t'entraînes pas. Le lundi, tu l'as fait les pompes. Bon, j'ai caricature, hein, c'est pas exactement ça. Le mardi, tu ne t'entraînes pas, donc il se repose. Comme il y a du repos, le corps, il a mal, il y a des courbatures, il est en méforme. Ensuite, le mercredi, tu refais les pompes, il s'est dit, bon, je vais m'adapter au niveau supérieur, je vais apprendre à faire les pompes pour 11 pompes. Comme ça, je me mets à l'abri. Et ensuite, tu te reposes, il a les courbatures, il ne peut pas faire 11 pompes le jeudi et le vendredi, il peut faire 12 pompes. C'est ce qu'on appelle le principe de la surcompensation. Entraînement, repos, entraînement pour passer à un état supérieur. Bah voilà, vous savez tout. On va juste finir rapidement, Fernand, là-dessus. C'est avec les diurétiques alors. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que les diurétiques sont
est un produit qui est détourné de la réalité. À la base, les diurétiques sont faits pour des insuffisances cardiaques, pour les tensions artérielles à la base. Et en gros, on utilise ça pour venir euh, éliminer la molécule d'eau et d'aider rapidement à faire écouler l'eau. Le meilleur diurétique qu'on ait déjà, c'est l'eau. Boire de l'eau déjà pousse à évacuer de l'eau. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, il y a quelques fruits comme le melon, comme le pastèque, qui sont naturellement des diurétiques. L'un des plus puissants diurétiques étant le thé. Le thé, par exemple, le thé vert qui va permettre naturellement d'évacuer. Mais les diurétiques détournés de l'utilisation médicale qui est de la tension artérielle et de les insuffisants cardiaques est quelque chose de très nocif pour le corps. Alors que c'est l'un des produits dopants qui n'est même pas interdit parce qu'il permet de modifier la performance et une performance. Ce n'est même pas ça le problème. C'est qu'on l'interdit parce qu'il est gravement dangereux pour la santé. On sait que le cerveau récupère très difficilement de la déshydratation. En tout cas, il récupère un peu plus lentement que les muscles. Les muscles ont cette capacité à... tu connais les quatre qualités des muscles qui sont l'élasticité, extensible, élastique, excitable et puis compressible. Et donc, ces qualités musculaires font que, euh, euh, en gros, la molécule, quand on a, quand on a notre eau, ça permet au muscle de pouvoir garder son élasticité, son réflexe musculaire et tout. Le cerveau, lui, il a du mal avec ça. Le cerveau a de la molécule d'eau, est composé d'eau, mais quand on perd quelques cellules, quand on perd de l'eau, on perd aussi des cellules avec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nocif pour l'organisme et qui est proscrit, fortement proscrit. Bah voilà, maintenant vous savez tout. Fernand, on va avancer avec un petit point français, puisque Morgan s'est imposé pour son grand retour, parce qu'il y a eu quelques péripéties, finalement il a pu combattre hier au Cage Warriors contre Daniel Bassant, il s'est imposé par décision partagée, il y a eu un petit coup de frayeur lors de l'annonce, même si je pense que toi, moi, tout le monde était d'accord pour dire qu'il normalement il devait cruiser vers la décision unanime. Mm -hmm. Voilà, ça y est, l'étape est passée. Qu'est-ce que t'as pensé de ce combat, toi? euh, comment dire, pour l'entertainment, c'était bien. Il y a eu un beau fight. Je pense même qu'ils auraient pu avoir le fight de la soirée. Il y a beaucoup de retournements, beaucoup d'actions, beaucoup de belles actions. Bah, je regrette qu'on ne l'ait pas su Arès, Morgan. Ça aurait été, voilà quoi, j'aimerais bien, enfin, j'aurais bien voulu qu'il soit sur Arès. C'est un athlète qui apporte du show, en tout cas, même si ça lui a valu de faire quelques erreurs. Sur son modèle de combat, j'ai trouvé il a régressé en fait à Q sur ce combat-là. Il a fait voilà, pour moi, il a fait des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Et tu Il penses était que très ça a pu généreux. jouer le fait qu'il y ait eu les deux cuttings assez rapprochés pour lui et short notice aussi? Ou c'est quelque chose de différent? Parce que c'est vrai que les Non, conditions étaient pas idéales pour lui. les conditions, ça peut être sur le physique, mais pas sur l'état d'esprit de choix. Le choix les choix de lutter était quelque chose de bien, mais pas tout le temps. Il y a eu des Hmm. moments où ce n'était pas nécessaire, d'autant plus que son adversaire était vraiment, lui, anti-fight IQ, quoi. J'ai rarement vu quelqu'un avec enfin, ses choix étaient catastrophiques, quoi. Il était vraiment anti-fight IQ dans le sens où, à chaque fois qu'il a retourné Morgan arrière, il a dominé Morgan, il a contrôlé la position, il a dominé. Alors, il se faisait amener au sol, ensuite il retournait Morgan fatalement, ensuite il dominait, et à aucun moment, lui n'a cherché à amener Morgan au sol. C'était un délire, c'était juste un délire, quoi. Tu dis, bon, s'il a 5 minutes devant lui avec Morgan en dessous, peut-être qu'il peut faire des dégâts, peut-être qu'il peut même arriver à une finalisation, mais non. Son choix était bizarre. Et donc, il y a quelques erreurs sur ces positions-là qu'il a eues que d'habitude il ne fait pas, ou c'était assez surprenant. Mais ça, c'est toujours cette balance-là de se dire, je suis généreux
Et du coup, dans ma générosité, je peux faire des erreurs, mais je ne m'inquiète pas du tout parce que Morgan a quoi? Il a 27 ans. Il a fait récemment des combats de ouf. Sur les 5 derniers combats qu'il a fait, il a 3 victoires, 2 défaites. Et les victoires qu'il a eues, c'était contre des tueurs comme Dean Truman, qui est un nom très connu. C'était contre. Voilà, il y a des vrais adversaires qu'il a affrontés dessus. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, il fait des belles choses. J'ai appris qu'il avait re-signé avec, il avait prolongé son contrat Ouais, avec Deontay complètement Wilder. pour trois Et je me ans, je dis crois. que, Ouais. on a un pool énorme de très très bons combattants sur Arès et j'aurais bien voulu qu'ils viennent nous rejoindre et malheureusement non. On a un pool. Enfin, j'étais en train de travailler dessus là sur les Fat Cats et refaire l'organisation, c'est énorme. C'est que on a eu William Gomis qui est parti maintenant, qui est d'ailleurs, après que Saladin Parnasse ait libéré la place sur Fight Matrix en featherweight, William Gomis devient le numéro 1 de la catégorie chez les featherweight. Donc, William Gomis numéro 1, on a un numéro 2, non, on a un numéro 4, Morgan Charrière. Donc, Morgan Charrière aujourd'hui en featherweight est quatrième. OK. On a qui d'autre derrière ça? Voilà, on a un grand nombre de personnes sur la catégorie sur cette catégorie qui sont des bons athlètes. On parle Alioune, c'est Alioune que je Alioune parlais. complètement. Alioune Yao, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est classé sur la Belgique. Il est classé numéro 1 en Belgique, mais il est numéro 3 ici. Et donc, phénoménal ce qu'il est capable euh, ce qu'il est capable de faire s'il est généreux, mais risqué, s'il continue à faire des erreurs comme ça, parce que ça aurait pu mal se passer. S'il y avait 2 takedowns équilibrés de l'autre côté, on aurait eu chaud. S'il y avait même eu un meilleur fight IQ de la gestion de sol de son adversaire, on aurait eu chaud. Donc, mais comme je dis encore, il n'a que 27 ans. Il est archi solide. Il a affronté des mecs comme, comment il s'appelle, un gars j'admire beaucoup. Vucenic, Jordan Vucenic, Non, non, non Lewis Monarch. Qui l'a battu. Enfin, voilà, qu'il a battu. Il a battu Monarch, il a battu Truman. Et donc, je pense que il a 27 ans, il a encore le temps d'évoluer et je n'ai aucun doute il va remonter la pente. Et puis donc oui, et la semaine dernière, là c'est Saladin Parnasse qui a pris la ceinture intérimaire lightweight du KSW. Donc ce qui fait que maintenant, après ça dépend des classements, parce que je crois que sur Fight Matrix il est toujours classé en featherweight, mais aussi en lightweight. Je pense que sur Tapology peut-être qu'il est passé en lightweight. Une nouvelle fois un combat rondement mené pour lui. Est-ce que toi il y a quelque chose que tu tires en particulier de ça? Non, excellent, une très belle performance. As usual, quoi. C'est un génie, il est bon. Il est bon. Parce qu'il est encore plus jeune, quoi. Il a 24 ans. C'est ça. Il a 12% de victoires par KO, TKO, 41% de victoires par soumission, 47% de victoires à la décision. Donc, il sait tout faire. Il sait clairement tout faire. Saladin est vraiment bon. Il est bon. Il a 24 piges. Il est très bon. Moi, je le considère aujourd'hui euh, comme le numéro 1 en featherweight et comme le numéro 2 en light. Oui. Je pense que Mansour Banawi, oui. voilà, je suis en accord avec le classement de Fight Matrix qui met Mansour Banawi numéro 1 français et 8 places au-dessus de Saladin en lightweight. Mais effectivement. Il y a déjà plus d'expérience aussi, hein, mine de rien, dans la catégorie. Voilà, en featherweight, il n'y a rien à faire. Une autre catégorie où voilà, on s'est battu pendant longtemps pour essayer d'avoir Mansour Banawi sur Arès. On n'a pas pu et voilà, on a une belle, on a quasiment quoi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 athlètes du top ranking français sur Arès. Et toujours pas de titre, hein. Ça va venir. Ok. Ça va venir. Tu vois, on a Mansour Banawi est numéro 1 en France. Le deuxième, c'est Saladin. BSD est quatrième. Ça, c'est le classement Fight Matrix. Le cinquième, c'est Damien Lapulus. Il est de Arès. Le neuvième, c'est Amin Ayoub. Il est à Arès.
le 12e, Dagir Imavov, qui d'ailleurs va sûrement péter un score bientôt s'il gagne son prochain combat, puisqu'il prend un client très bien classé. Gilles Oudela qui est 13e, Teddy Violet qui est 15e, même Yachid Chouchouane et tout. On En a une lightweight, discussion du avec coup, son là. management. On est lightweight ou sur le featherweight, là? Là, on parle de lightweight, Ah oui, mais lightweight, oui. Dagir, ouais, mais Dagir, je pense, son prochain combat s'est fait en fédéral. Mais Ok. en tout cas, on a un beau roster sur Ares et ces jeunes-là, j'aurais bien voulu les avoir avec nous, mais on ne peut pas tout avoir. C'est déjà très bien ce qu'on a comme roster. Et un de ces jours, on ne sait jamais. Il laisse la porte ouverte, ce monsieur. Puis on va finir par une note un petit peu moins positive, effectivement. C'est le décès d'Anthony Johnson Rumble, qui est une légende du MMA, une légende de l'UFC qui malheureusement nous a quitté la semaine passée. Quel héritage pour Anthony Johnson, qui certes n'a jamais eu malheureusement pour lui la ceinture heavyweight, mais qui a marqué les esprits. Bah, c'est tout. Il a marqué les esprits par son knockout power. Je pense qu'il a un pourcentage genre de 84% de victoire par KO ou TKO. Il n'a jamais été, d'ailleurs, sur ses défaites, il a pareil, genre 83% de défaites par soumission, mais pas par KO, ce qui frappe très fort. Il me rappelle un peu le sujet qu'on avait tout au début de la conversation sur le cutting, puisqu'il a commencé en 2006 au, au TUF à welterweight et puis il a combattu et puis il est parti de l'UFC, je crois que c'était en 2012, il est revenu en 2014, il a été re-signé en 2014 après avoir fait un tour au WSOSF. Ensuite, En il heavyweight. passe non, 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 à 84 kilos d'abord. Il est redevenu, quand il est revenu à l'UFC, il a fait middleweight. Ensuite, light heavyweight, où il a combattu contre DC Cormier, où il a échoué Non, pour mais il avait passer. été en heavyweight contre C'est ça, World c'est Series of ça. Fighting contre C'est c'est Arlovski. ça, ça. C'est ça, ça. Il est passé en poids lourd. Il est repassé même à l'UFC en poids lourd avant de redescendre en C'est ça. light heavyweight. Et puis voilà. Mais en tout cas, il est parti très tôt, 38 ans, d'une longue maladie. Je n'ai pas encore tous les détails. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une très longue maladie d'ailleurs. Il a lutté, voilà, on sait qu'il a beaucoup lutté pour une maladie où il a fait une annonce une fois en demandant qu'on fasse des prières pour lui parce qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était en train de se battre. Et puis, voilà, paix à son âme. Je sais qu'il nous laisse cet héritage-là de quelqu'un de combatif, de quelqu'un de très bonne humeur, qui avait ce côté euh, très féroce dans la cage, mais à la fois très jovial dans la vie de tous les jours. Voilà, tout le monde, c'est l'un des rares qu'on venait à comparer chez les grands frappeurs et qu'on disait, bon, s'il croisait le passage, le chemin de Ngannou, il aurait pu faire un beau match. Voilà, c'était dire à quel point on sait que c'était un gros cogneur. Et même s'il n'a pas été champion, il nous a marqué. Et j'espère que la terre lui sera légère, c'est tout. Et puis en même temps, enfin ouais, garder ce knockout power de 77 à heavyweight, c'est C'est complètement ça, fou, complètement fou. c'est ça. Et moi, je suis juste dégoûté. Bon, voilà, j'en profite pour le dire. Les deux title shots contre Daniel Cormier, entre le knockdown du premier combat et le fait qu'il pète le nez de Daniel Cormier sur un head kick au deuxième, et que malgré ça, il y a eu des défaites à chaque fois, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté les Il deux n'était fois. pas loin, il n'était pas loin parce que c'est Surtout que la deuxième fois, on rappelle, c'est le moment où Daniel Cormier a fait sa pesée avec la ceinture. Avec c'est la ça. ceinture, la serviette, pardon. À la Euh, serviette où il a posé sa main sur la serviette histoire de gagner quelques kilos. Décidément, cet épisode tourne autour du poids. Mais oui, d'ailleurs, je me pose la question pourquoi il n'est pas, pourquoi la commission ne peut pas réviser ça, puisque quand on lui a remis son Hall of Fame, il a avoué qu'il avait triché, il a avoué avoir mis les mains sur la serviette. ouais. Comment ça se fait que on ne Fait- le revienne pas dessus? Je trouve ça. Alors, bah tiens. Après, on va terminer là-dessus, Fernand, mais moi, je trouve ça très bizarre. Faut aussi qu'on parle de ce truc-là. Parce que mine de rien, ne serait-ce que sur les vidéos, je veux dire, la commission, tout le monde avait vu que Daniel Cormier trichait. Au-delà d'avouer, enfin, tu vois, il y a des moments, toi, tu me vois faire ça, si je fais un combat, tu vas dire, bon, Guillaume, faut être sérieux 5 secondes, quoi. Donc, déjà, il y a ça.
Et l'autre truc, moi, qui me surprend toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise toujours ces balances-là. Et que, tu vois, sur certains événements, on a l'impression que, tu vois, tu laisses pas le temps que le truc se fixe bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, 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 quelle que soit la balance que tu utilises, la serviette marche. C'est pour ça qu'on ne met plus la serviette et qu'on met un grand rideau. La serviette, elle est à hauteur des bras. Tu poses tes mains légèrement sur une serviette qui est bien tendue par tes deux collègues, ça marche vraiment. Que je l'ai essayé, ça marche. Tu poses tes mains dessus. Enfin, non, je ne l'ai pas fait, quoi. J'ai jamais triché en faisant le point. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai déjà testé, je l'ai essayé, ça marche. Et ce que je te dis, c'est que euh, tu penses que tout le monde le voit, mais non, c'est pas évident. Parce qu'il suffit juste que, au moment où tu es sur la balance, que tu t'appuies sur quoi que ce soit autour de toi, mais quoi que ce soit, sur la main de ton collègue ou quoi, tu Quelqu'un qui réduis l'a fait sur rapidement 6 kilos. l'épaule, ouais, aussi, ouais, Voilà, complètement. ça va très vite. Donc, l'UFC a remédié à ça. Il n'y a plus de serviette tenue par les collègues. La serviette, elle est tenue déjà par les gens de la commission athlétique. Ou alors, c'est carrément un grand rideau, une espèce comment dire, de rideau dans un cercle rond, dans une espèce ouais, de cerceau. Et quand tu rentres dedans à la maison, on va soulever juste le cerceau et tu ne peux pas mettre les mains dessus parce que c'est à hauteur de ta tête. Et donc, et donc le sujet subsidiaire, c'était les balances. Pourquoi ils utilisent toujours ces balances-là, l'UFC? Parce que l'être humain est souvent coincé à ça et qu'il y a 15 000 choses qu'on fait pareil. C'est que il y a beaucoup de choses qui sont des dogmes, qui restent là pendant longtemps. Je te pose la question, pourquoi est-ce qu'on utilise l'éponge avec de la glace qu'on met sur la nuque du boxeur? Tu me diras, pour refroidir. Mais c'est complètement ridicule. Depuis 2018, je me bats contre ça où je dis, les gars, je comprends pas, quoi. Enfin, on se moquait de moi parce que j'avais apporté quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai quasiment toutes les équipes qui apportent ça et qui mettent des serviettes sur les athlètes. À l'époque, pour baisser la température du corps de Francis, qui est immense, lui mettre un bout de glace sur la nuque ne sert à rien. J'étais parti sur une mesure où on mettait ce qu'on appelait la cryoveste à la salle. La cryoveste, c'est un produit qui coûte environ 300 euros, qui s'achète et sur lequel tu mets des pots de glace, des poches de glace. Et donc, sur les Jeux Olympiques de Beijing, c'est là où on a commencé à utiliser la cryoveste. On enfilait les cyclistes et certaines personnes qui avaient besoin de se refroidir de cette veste-là qui baissait, qui venait déjà sauvegarder, enfin, épargner de l'énergie, puisque le corps, pour faire de la thermorégulation, dépense de l'énergie. Donc, on refroidissait le corps et le corps n'avait plus à faire de la thermorégulation. Et donc, partant de cette méthode, je me suis mis à mettre avec ma team des serviettes dans de bains glacés qu'on essorait juste avant d'aller au lieu du combat et qu'on posait sur les épaules le corps pour couvrir une plus grosse surface et donc refroidir un peu plus le corps. Bah, ça, c'est un dogme. C'est que depuis la nuit des temps, dans les films de Rocky, dans les anciens films, il y a une éponge mouillée qu'on passe et qu'on met derrière la nuque du boxeur et on continue à le faire. Tu ne sais pas pourquoi les gens ils le font. Euh, les bandages, va comprendre pourquoi on va t'expliquer que les bandages se limitent là et pas là et machin. Et c'est en fonction des États aux États-Unis, tu arrives, il y a une commission qui te dit les bandages, je les vais jusque là. Et une autre te dit je vais jusque là. Tu sais pas pourquoi ils ont décidé de manière arbitraire et c'est comme ça. La fédération de lutte, par exemple, sur les championnats du monde de lutte, on n'a pas le droit de donner à boire à des athlètes entre deux manches. Tu as de la lutte 2 minutes, et ensuite on va à la pause 2 minutes, et on dit que, et tu poses la question, pourquoi? Moi, j'étais à un moment donné euh, expert à la FILA, la Fédération internationale de lutte amateur, donc avant la nouvelle, la World, qui est maintenant la grosse entité mondiale. Donc, c'était à Genève. Le siège, c'était à Genève, en Suisse. Et donc, il y avait des experts venus d'à peu près 100 pays autour d'une table et tout, et qui allaient discuter sur comment organiser la suite de la réglementation. Et donc, je dis, je comprends pas. Enfin, quel est le dopage aujourd'hui qui permet de doper un mec en temps réel pendant qu'il est sur la lutte en train de lutter et on lui donne de l'eau? Et en quoi l'eau pourrait avoir un produit dopant au point d'améliorer de manière artificielle la performance en temps réel? Et donc, tu ne sais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une triche organisée de tout le monde, une adaptation qui fait que on a une serviette qui va nettoyer de la tête, mais on va utiliser une serviette qu'on va
des fois trempé dans l'eau et que le gars va sucer comme cervelle parce que du coup, il va profiter pour prendre quelques gouttes d'eau pour se désaltérer. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Il y a des dogmes qui existent et on fait la même chose tout le temps. Cette balance-là, qui était la balance de la boxe avec les règles de la, comment on appelle, de Marquis, Oui, de marquer de Queensberry. voilà, de Queensberry. Ces règles-là, qui sont les règles à la base de la boxe anglaise, bah, sont les mêmes, mais on a besoin de cette balance qui est ancienne, alors qu'on a des balances aujourd'hui taguées pour être extrêmement précises. Mais il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la tradition, de l'ordre d'un dogme, de l'ordre de l'ancien. Et dès que tu ramènes quelque chose de nouveau, on trouve ça ridicule, on trouve ça dangereux, et puis à un moment donné, on trouve ça évident. Donc, à prendre le temps, mais à un moment donné, on va trouver ça évident d'avoir une vraie balance. Et bah voilà, bah j'espère en tout cas que le plus tôt sera le mieux. Fernand, merci beaucoup comme chaque semaine là. Épisode King Energy d'1 heure, les gens sont gâtés, nos auditeurs sont gâtés, je le rappelle. King Energy est disponible bien évidemment sur YouTube si vous nous regardez, mais aussi sur Spotify et sur Apple Podcast et toutes les plateformes habituelles. On se retrouve la semaine prochaine, monsieur. Et puis oui, petit point aussi quand même. Ares 10 le 8 décembre prochain. J'ai vu les posts là, apparemment les places sont en train de partir comme des petits pains. C'est probable que ce soit l'événement où il y ait le plus de monde, je pense là. Oui, on s'approche de ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est pas juste qu'il y ait beaucoup de monde, c'est que à la temporalité à laquelle les billets Oui, sont partis. C'est-à-dire que on avait à peine terminé Ares 9, qu'on avait déjà 2 catégories sold out sur Ares 10. Donc ça va très vite et tant mieux, c'est bien. et je suis surpris moi parce que et en plus sans l'effet Abdul Abdouragimov qui aurait pu, enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. C'est ça. Le rôle de la promotion, c'est ça. C'est de faire de ces jeunes des stars. C'est qu'il y a encore quelques mois en arrière, que ce soit Amin Ayoub ou Damien Lapulus, ils n'étaient pas forcément bankable à vendre des places. Et aujourd'hui, ça devient quelque chose de récurrent où on sait que quand ils sont là, ils deviennent des stars, ils vendent des places. On voit bien les chiffres, on voit bien qu'ils ont des liens qui nous permettent de voir qui a plus vendu des places. Il devient impressionnant. Effectivement, Abdul est une machine. Mais derrière lui, ça pousse très fort. Et on sait que avec 2, 3 combats sur Ares, on sait qu'il y a une grosse propulsion parce que on a un service de com qui fait un boulot incroyable. Notre attaché de presse, Kaina, que je salue, fait un boulot incroyable sur le fait d'amener des presses ou des médias qui n'étaient pas vraiment des médias faits pour le MMA, comme Bouscapé qui vient faire des interviews alors que c'est un média rap qui vient faire des interviews de Damien Lapulus et qui va suivre Amin Ayoub, comme tous ces médias aux alentours qui viennent, voilà. Donc, c'est une bonne chose. On sait qu'aujourd'hui, la promotion sportive, on sait la faire et on sait mettre en avant ce jeune, leur donner une plateforme où ils peuvent devenir des stars ou en tout cas se préparer pour devenir des superstars un jour à l'UFC. Et voilà, c'est parfait. À la semaine prochaine.